Rowan Damia Ford est née le 11 avril 1988 à San Diego, en Californie. Au moment des faits, elle avait 9 ans. La fillette était en classe de 4e année à l'école primaire de Stella, dans l'État du Missouri, et vivait avec sa mère, Colleen Manson, ainsi que son beau-père, David Spears. Rowan fréquentait l'église baptiste de Stella, participait activement à l'école du dimanche, ainsi qu'au club pour enfants organisé le mercredi. Tous ceux qui connaissaient cet enfant ouverte et attentionnée se souvenaient de sa joie de vivre constante et de sa disponibilité à aider les autres. Le pasteur racontait que, chaque dimanche, il arrivait tôt à l'église pour tout préparer et trouvait presque toujours Rowan assise sur les marches. Elle venait exprès avant les autres pour le saluer et proposer son aide si besoin. La jeune fille avait les cheveux châtain clair, les yeux noisettes et des taches de rousseur parsemées sur le nez et les joues. Durant l'été 2007, elle venait d'apprendre à nager et à faire du vélo. Son bien le plus précieux était justement son vélo. Sa couleur préférée était le violet. Elle aimait les spaghettis, chanter, dessiner et lire, en particulier des livres sur les chats. Parmi les émissions de télévision, elle préférait Hannah Montana. Son enseignant soulignait que Rowan n'était pas seulement une excellente élève, mais aussi un véritable ange, un exemple pour tous et une amie pour chacun. Il avouait parfois qu'il ne pouvait rêver d'une meilleure élève. À cette époque, Christopher Collins, un vieil ami du beau-père de Rowan, vivait avec la famille. Durant l'été et l'automne 2007, il a temporairement dormi dans le sous-sol de la maison. La fillette l'appelait Oncle Chris. À la fin du mois d'octobre, Christopher a emménagé dans une caravane installée sur la ferme familiale à Wheaton, à environ 10 minutes de route de Stella par l'autoroute A. Le soir du 2 novembre, Christopher, David et leur ami commun Nathan se sont retrouvés à la ferme où ils travaillaient tous les trois. Ils sont ensuite allés acheter de l'alcool, ont pris 2 ou 3 bouteilles de liqueur de Malte, puis sont retournés chez David pour boire et jouer au billard. Vers 20h30, la mère de Rowan, Colleen, est partie assurer son service de nuit, laissant sa fille sous la garde de son mari. Plus tard dans la soirée, les hommes ont de nouveau acheté de l'alcool et ont poursuivi leur consommation. À un moment donné, Christopher a demandé à Nathan de le raccompagner chez lui. Ils ont alors convaincu David de les accompagner, abandonnant Rowan, endormi sur le sol de sa chambre. En chemin vers la caravane de Christopher, le groupe s'est arrêté une nouvelle fois pour acheter de l'alcool, alors que tous étaient déjà fortement alcoolisés. Une fois arrivés sur place, les hommes ont commencé à fumer des substances illicites et ont continué à boire, sans se soucier du fait que Rowan, âgé de 9 ans, avait été laissé seul à la maison. Environ 1 heure plus tard, Nathan et David sont repartis. En raison de son état d'ébriété avancé, Nathan a décidé de ne pas emprunter l'autoroute, préférant passer par les routes secondaires afin de ne pas attirer l'attention de la police. Il a déposé David chez lui, puis est rentré chez lui vers minuit. Le lendemain matin, Colleen est rentrée du travail à 9 heures. Après avoir fouillé toute la maison sans succès, elle n'a trouvé aucune trace de Rowan. Elle a réveillé David et lui a demandé des explications. Il a affirmé que la fillette était soi-disant partie chez des amis, sans toutefois pouvoir en préciser les noms. Colleen a alors parcouru tout le quartier, en vain. Elle a insisté pour que David appelle la police, mais celui-ci lui a assuré que Rowan reviendrait bientôt. Comme l'enfant ne rentrait toujours pas, Colleen s'est rendue au bureau du shérif du comté de Newton pour signaler sa disparition. Une opération de recherche à grande échelle a alors été lancée. David, Nathan et Christopher ont rapidement été considérés comme des personnes impliquées, puisqu'ils étaient les derniers à avoir vu Rowan vivante. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la disparition de l'enfant, et les habitants avaient encore du mal à croire que la situation avait pris une tournure aussi dramatique. À chaque heure qui passait, l'inquiétude ne cessait de grandir. Les autorités ont immédiatement qualifié l'affaire de crime, et la communauté locale était sous le choc. Les parents redoutaient désormais de laisser leurs enfants sortir seuls dans la rue. Tout le monde espérait une réponse rapide qui permettrait de dissiper la peur et l'incertitude. Le 4 novembre, les adjoints du shérif du comté de Newton ont rencontré Christopher sur le parking d'un restaurant local afin de l'interroger au sujet de la disparition de la fillette. L'homme a répété la même version que Nathan, décrivant les événements de cette nuit-là, sans toutefois mentionner que les hommes avaient fumé des substances illicites. Il convient de préciser qu'en 2007, la consommation de ce type de substance était toujours interdite dans l'État du Missouri. Cette substance n'a été dépénalisée que 15 ans plus tard.
Christopher a affirmé qu'après le départ de Nathan et de David, il était resté dans sa caravane et s'était couché. Il a nié tout contact ultérieur avec David et a déclaré avoir appris la disparition de Rowan par l'intermédiaire des forces de l'ordre. Selon les adjoints du shérif, l'homme s'est montré calme, poli et coopératif. Plus tard dans la soirée, Christopher s'est rendu chez Colin afin de s'informer de l'avancement des recherches et de proposer son aide. Le lendemain, le 5 novembre, le Bureau fédéral d'enquête, FBI, s'est joint à l'enquête. Dans le même temps, les adjoints du shérif se sont rendus sur le lieu de travail de Christopher et lui ont demandé de se présenter pour un nouvel interrogatoire. Il a accepté et s'est présenté de lui-même. Ses déclarations se sont révélées similaires à celles qu'il avait faites auparavant. Au cours de l'interrogatoire, lorsque la question d'une possible implication de David dans la disparition de Rowan a été abordée, Christopher a été informé de ses droits. Il a confirmé qu'il les comprenait, mais a refusé de les exercer. Il a également accepté volontairement de se soumettre à un test polygraphique, ainsi qu'à une analyse informatisée du stress vocal. Avant la passation des tests, ses droits lui ont de nouveau été lus. Une fois les tests terminés, Christopher s'est entretenu de nouveau avec les adjoints du shérif. Il a maintenu qu'il ne disposait d'aucune information concernant le sort de Rowan et s'est dit prêt à participer aux recherches. Tant que les autorités ont autorisé la participation des habitants à l'enquête, les volontaires ont continué à fouiller les bois entourant la maison où vivait Rowan. Ses amis, ses voisins et les membres de sa famille se sont mobilisés pour prendre part à ces recherches de grande ampleur. La sœur aînée de la fillette, Janice, ne perdait pas espoir et croyait chaque jour au retour de Rowan. Cet espoir se lisait sur les visages de toutes les personnes présentes, dans les lettres envoyées par des proches et dans les gestes du quotidien de ceux qui soutenaient la famille. Janice racontait qu'elle s'efforçait de soutenir leur mère, de la convaincre de manger et de se reposer, mais que chaque jour sans Rowan lui causait une douleur profonde et affectait tout leur entourage. Pendant ce temps, le froid s'installait dans la région, et les informations disponibles ne permettaient toujours pas de retrouver la trace du suspect, qui demeurait en liberté. Bien que les autorités aient officiellement classé l'affaire comme une disparition d'enfant, elles savaient qu'à un certain moment, les recherches actives devraient être suspendues. Malgré cela, les forces de l'ordre ont assuré qu'elles poursuivraient leurs efforts tant que subsisterait le moindre indice et que le Bureau fédéral d'enquête pourrait engager, le cas échéant, des actions complémentaires. Dans la soirée du 5 novembre, le chef de la police de Wheaton, Clyde Clark, effectuait une patrouille de routine. Il connaissait Christopher Collins depuis presque toujours, était ami avec ses parents adoptifs, et Christopher lui faisait confiance, notamment après le décès de sa mère. Il avait d'ailleurs continué à maintenir le contact avec lui, même lorsqu'il vivait en dehors de la ville. Au cours de cette patrouille, Christopher a arrêté la voiture du chef et lui a expliqué que Rowan avait disparu, ajoutant qu'il faisait de son mieux pour aider à la retrouver. Selon Clark, Christopher était visiblement bouleversé. Il l'a encouragé à poursuivre ses efforts et lui a rappelé qu'il ne fallait rien négliger pour obtenir des résultats. Après cet échange, Clark a informé le Bureau fédéral d'enquête de la rencontre et a précisé qu'une relation de confiance s'était instaurée entre lui et Christopher. Il a également fait part de son sentiment selon lequel Christopher détenait peut-être des informations importantes concernant la disparition de la fillette et qu'il pourrait s'avérer utile dans le cadre de l'enquête. Peu après, à la demande conjointe du FBI et du shérif du comté de Newton, Clark a de nouveau pris contact avec Christopher. Ce dernier s'est alors rendu au domicile de Colin, où il a été à nouveau interrogé par des agents du FBI. Il a réaffirmé sa version des faits et a été décrit comme ouvert et disposé à coopérer. Au cours de l'entretien, il a évoqué ses relations avec David et déclaré qu'il considérait ce dernier comme impliqué dans la disparition de la fillette. Christopher est même allé jusqu'à proposer de porter un dispositif d'écoute afin d'aider l'enquête et a indiqué les lieux où, selon lui, Rowan pourrait être recherché. Le 6 novembre, les recherches se sont poursuivies. Bien que le ratissage de la zone ait continué, les forces de l'ordre ont concentré leur attention sur David Spears. Il a été interrogé à plusieurs reprises, son domicile a été perquisitionné et il a été conduit dans les environs dans l'espoir que cela permettrait de faire progresser l'enquête. Plus tard dans la journée, Christopher s'est présenté de nouveau au bureau du chef Clark. Il a déclaré avoir déjà été entendu par les agents du Bureau fédéral d'enquête. Selon ses dires, il participait activement aux recherches et avait signalé de nouveaux endroits où, d'après lui, Rowan pourrait se trouver. Malgré cela, le chef de la police, Clyde Clark,
a commencé à soupçonner Christopher de dissimuler quelque chose. Il a noté qu'il évitait le contact visuel et semblait visiblement préoccupé, un comportement qu'il ne lui connaissait pas. À la fin de l'entretien, Clark lui a rappelé qu'il restait à sa disposition s'il souhaitait parler ou demander de l'aide. Aussitôt après leur échange, il a transmis ses observations au FBI. Les agents en ont conclu que Christopher était peut-être sur le point de faire des aveux ou qu'il était disposé à divulguer des informations importantes. Du moins, c'est ainsi que Clark lui-même a interprété la situation. Le 7 novembre, Christopher a de nouveau rencontré les agents dans les locaux du bureau du shérif du comté de Newton. Il a accepté de fournir un échantillon d'ADN et a signé des autorisations permettant la perquisition de son coffre-fort situé au domicile de David, ainsi que de sa propriété et de sa caravane. En outre, il a volontairement renoncé à l'exercice de ses droits afin de se soumettre à des examens complémentaires. Plus tard, Christopher a été de nouveau interrogé. Au cours de l'entretien, il a remis en cause l'alibi de David, affirmant que ce dernier avait menti au sujet des événements survenus cette nuit-là. À mesure que l'interrogatoire avançait, Christopher paraissait de plus en plus émotif et tendu, en particulier lorsque la conversation portait sur Rowan. À un moment donné, il a déclaré que, s'il devait être inculpé, il ne dirait plus rien. Par la suite, Christopher s'est rendu au bureau du chef de la police, Cline Clark, visiblement bouleversé, déçu et abattu par la manière dont il estimait avoir été traité. Il a confié à Clark qu'il envisageait de consulter un avocat et de cesser de coopérer. Clark lui a répondu que c'était son droit, tout en tentant de le dissuader d'interrompre sa collaboration avec l'enquête, soulignant qu'une telle décision ne jouerait pas en sa faveur dans la situation actuelle. Christopher a alors affirmé que, s'il détenait d'autres informations, il les transmettrait à Clark. À ce moment-là, le chef de la police lui a de nouveau notifié ses droits, et Christopher a accepté de poursuivre la conversation. Clark déclara alors qu'il voyait clairement que Christopher avait quelque chose sur le cœur et lui demanda s'il savait quoi que ce soit concernant la disparition de Rowan. En réponse, l'homme se mit à pleurer et affirma qu'il avait toujours aimé Rowan et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Cependant, avant que la conversation ne puisse se poursuivre, un inconnu entra dans le bâtiment. L'entretien fut donc interrompu et Christopher quitta les lieux précipitamment. Peu de temps après, Clark contacta le bureau fédéral d'enquête et fit part de son impression que Christopher était au bord de l'effondrement nerveux. Il estima qu'il avait besoin d'au moins une journée de répit avant de reprendre les interrogatoires. Il signala également que Christopher semblait sur le point de faire appel à un avocat. Le 8 novembre, Christopher ne prit pas contact avec les forces de l'ordre. Ce jour-là, Clark s'entretint avec les agents, non seulement au sujet de la situation en cours, mais aussi de la dynamique familiale et de la nature des relations personnelles. Il était convaincu que Christopher savait ce qui était arrivé à Rowan, mais estimait qu'il était essentiel de retrouver le corps avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Le Bureau fédéral d'enquête partageait cette analyse. Dès que le corps serait retrouvé, il souhaitait que ce soit Clark qui poursuive l'échange avec Christopher. Le 9 novembre, après une longue et éprouvante semaine de recherche, le corps de Rowan a été retrouvé au fond d'un gouffre karstique profond, connu sous le nom de Fox Cave. Le site se situait dans une forêt dense, à seulement 10 mètres d'une route de campagne. Rowan était dévêtu dans sa partie inférieure, à l'exception d'une seule chaussette. Son cou présentait des traces de strangulation, ainsi que des lésions des tissus mous compatibles avec ce type de traumatisme. Le corps avait été recouvert de feuilles et de débris. Le chef de la police, Cline Clark, apprit la nouvelle en regardant les informations du matin. Peu après, il reçut un message de ses collègues. Christopher était déjà venu le chercher, demandant à quelle heure il serait en service et précisant qu'il avait besoin de lui parler. Plus tard, le Bureau fédéral d'enquête contacta Clark et lui demanda de retrouver Christopher afin de lui annoncer personnellement que le corps de Rowan avait été retrouvé. Clark tenta alors de le localiser, mais en vain. Peu de temps après, Christopher l'appela directement sur son téléphone portable et lui demanda si la police le suivait dans un minibus gris. Clark répondit qu'il n'avait connaissance d'aucune opération de surveillance. Christopher affirma qu'il avait roulé dans les environs pour tenter d'échapper à ses poursuivants. Il se disait inquiet et en danger. Clark lui proposa de se rendre directement au commissariat, mais Christopher suggéra qu'il se retrouve dans un autre lieu. Après une brève rencontre, Christopher accepta de se rendre au commissariat à bord d'une voiture de patrouille. En chemin, lui et Clark évoquèrent le minibus,
et Christopher admit qu'il redoutait une forme de justice populaire, surtout maintenant que le corps de Rowan avait été retrouvé. Clark lui répondit qu'il ne pouvait pas le protéger en permanence et qu'il n'était pas en mesure de garantir sa sécurité totale. Une fois arrivé au commissariat, Clark lut à Christopher ses droits. Ce dernier confirma qu'il les comprenait et accepta de s'exprimer. Le chef lui déclara alors « Eh bien, fiston, c'est fini. Ce matin, nous avons retrouvé le corps de Rowan. Il est temps de nous dire ce que tu sais. » Christopher baissa la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. Jusqu'à ce moment-là, Clark était convaincu que David Spears était impliqué dans la disparition de Rowan et pensait que Christopher savait ce qui s'était réellement passé. Il tenta de le faire parler en lui demandant d'expliquer ce que David avait fait à Rowan. Mais Christopher le regarda d'un air perplexe et ne confirma pas cette hypothèse. Le commissariat était bondé, et l'homme fit comprendre qu'il ne souhaitait pas s'exprimer devant tout le monde. Clark proposa alors de se rendre dans un endroit plus calme, et Christopher mentionna le pont Mani, situé à quelques kilomètres de Wheaton. Finalement, Clark informa ses collègues qu'ils s'y rendaient. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, Christopher tendit les mains pour indiquer qu'ils devaient être menottés. Clark répondit que ce n'était pas nécessaire, mais Christopher insista. Compte tenu de ce qu'il allait révéler, les menottes étaient, selon lui, indispensables. Ils s'assirent sur une pente, près du pont. Là, Christopher commença enfin à raconter ce qui s'était réellement passé la nuit de la disparition de Rowan. Il décrivit de nouveau ses faits et gestes jusqu'au moment où Nathan et David quittèrent sa caravane, confirmant qu'ils étaient rentrés chez eux en empruntant des routes de campagne afin d'éviter de croiser la police. Christopher déclara ensuite qu'il avait compris que, s'il roulait rapidement, il pouvait arriver chez David avant eux et récupérer Rowan avant leur retour. Il emprunta l'autoroute A, l'itinéraire le plus direct. Une fois arrivé à la maison, il entra, prit une douche, puis souleva Rowan, qui dormait toujours, du sol de sa chambre. Il la porta dehors et l'installa dans sa camionnette. Pendant le trajet jusqu'à la caravane, Rowan ne se réveilla pas. Christopher la transporta à l'intérieur, la déposa sur son lit et lui retira son pantalon de pyjama ainsi que ses sous-vêtements. Il ne prononça pas un mot, de peur qu'elle ne reconnaisse sa voix, et il n'alluma pas la lumière pour qu'elle ne voie pas son visage. L'homme avoua ensuite avoir tenté d'agresser Rowan, ce qui la réveilla. Il affirma avoir eu l'intention de la ramener chez elle. Il expliqua qu'il l'avait portée dehors, lui tenant les bras devant lui afin qu'elle lui tourne le dos et ne puisse pas voir son visage. Mais Rowan tourna la tête par-dessus son épaule et le vit à la lumière de la lune. À ce moment-là, Christopher comprit qu'elle l'avait reconnu et fut pris de panique. Dans la vieille camionnette garée à proximité, Christopher remarqua une pelote de corde. Il la prit, l'enroula autour du cou de Rowan, se plaça derrière elle et tira sur les extrémités dans des directions opposées. Rowan tenta de se débattre, mais selon les dires de Christopher, il continua à tirer même lorsqu'elle s'effondra au sol. Puis ses mouvements cessèrent définitivement. Prenant conscience de ce qu'il venait de faire, Christopher plaça le corps de Rowan dans la benne de son pick-up. Son intention initiale était de le jeter du pont Mani, mais il abandonna cette idée, craignant d'être rapidement retrouvé. Il roula longuement dans les environs et, selon ses propres déclarations, finit par se diriger vers la grotte de Fox. Il raconta à Clark qu'il avait jeté le corps de Rowan dans un gouffre karstique et qu'il avait tenté d'en dissimuler l'entrée avec des branches et des brindilles. Toutefois, le gouffre était trop profond et les débris tombaient simplement au fond. Il retourna ensuite à sa camionnette et reprit la route en direction de sa caravane. Là, il aperçut des traces de sang sur le matelas et sur les vêtements. Christopher comprit alors qu'il devait se débarrasser de ces éléments, ainsi que du pantalon de pyjama de Rowan, de ses sous-vêtements et de la corde. Il brûla tout, à l'exception du matelas, dans un poêle à bois. Puis il roula le matelas et le plaça dans un grand baril métallique de 55 litres qu'il utilisait comme poubelle, y ajoutant un vieux tapis. Il tenta d'enflammer le contenu, mais, à un certain moment, il estima qu'un feu à l'air libre risquait d'attirer l'attention des voisins. Il traîna donc le baril dans la remise et y acheva la combustion, à l'abri des regards. Lorsque Christopher eut terminé son récit, lui et le chef Clark retournèrent au poste de police de Wheaton. Christopher souhaitait que les enquêteurs entendent directement ses aveux. Sur le chemin du retour, il était assis à l'avant, fumant une cigarette. Il n'était toujours pas menotté. Ses droits lui furent de nouveau lus,
et les adjoints des shérifs des comtés de Barry et de Newton, ainsi que des agents du FBI, l'écoutèrent répéter sa version des faits. Au cours de cet interrogatoire, Christopher signa une autorisation de perquisition concernant sa propriété. Cette première déposition ne fut pas enregistrée. Plus tard, il fut conduit au bureau du shérif du comté de Barry, où il fit une déclaration enregistrée. Lors de cet interrogatoire officiel, il répéta la même séquence d'événements et déclara qu'il se sentait coupable et plein de remords, affirmant qu'il avait pleuré comme un enfant toute la journée. Les aveux de Christopher surprirent les enquêteurs. Jusqu'à cet instant, ils étaient convaincus que Rowan avait été tué par David Spears et que Christopher n'était que le témoin indirect du crime. À la suite de ces aveux, les adjoints du comté de Newton interrogèrent de nouveau David, qui finit cette fois par s'incriminer lui-même. Les enquêteurs procédèrent alors à un nouvel interrogatoire de Christopher. Les adjoints du shérif et le chef de la police Clark l'informèrent que David avait reconnu avoir lui aussi participé au meurtre de Rowan, qu'il avait été témoin de l'acte commis par Christopher et l'avait aidé à dissimuler le corps. Malgré cela, Christopher nia catégoriquement et à plusieurs reprises que David ait eu la moindre implication dans le meurtre de Rowan ou dans la dissimulation de son corps. Plus tard, la remorque de Christopher ainsi que les environs furent minutieusement fouillés. Parmi les éléments retrouvés figurait une bobine métallique rouillée fixée sur la plateforme d'une vieille camionnette, un morceau de corde découvert au sol côté conducteur, du fil de fer à l'intérieur de la carrosserie, un baril métallique de 55 litres contenant des résidus de déchets brûlés, parmi lesquels se trouvait un objet ressemblant à une corde, des cendres provenant d'un poêle à bois, ainsi que des cheveux châtain clair retrouvés sur la plateforme du pick-up. Par ailleurs, les enquêteurs reçurent les résultats de l'autopsie. Celle-ci révéla que Rowan était morte par strangulation à l'aide d'une corde. Elle serait restée consciente environ 10 secondes, puis aurait cessé de respirer au bout de 2 à 3 minutes. Le corps présentait des signes de décomposition, de petites écorchures, des ecchymoses, ainsi que des lésions infligées de son vivant. Une blessure grave au visage fut également constatée, vraisemblablement causée après la mort lors de la chute du corps dans le gouffre karstique. Les organes génitaux de Rowan présentaient des lésions compatibles avec l'impact d'un objet contondant, ayant provoqué une hémorragie importante. Au cours de l'examen, plusieurs prélèvements furent réalisés, des frottis, des échantillons de sang, ainsi que 2 cheveux d'origine étrangère. Les enquêteurs notèrent que l'auteur présumé du crime était très probablement un homme de forte corpulence, pesant plus de 130 kg et mesurant environ 1,85 m. Finalement, Christopher fut officiellement inculpé de meurtre au premier degré, d'agression et d'atteinte à l'intégrité sexuelle d'une mineure. L'accusation de meurtre fut examinée séparément. Les poursuites liées aux infractions sexuelles furent par la suite abandonnées. Le lieu du procès fut transféré dans le comté de Phelps, tandis que le jury fut constitué dans le comté de Platte. Christopher déposa une requête en irrecevabilité des preuves, visant à exclure l'ensemble des déclarations recueillies par les forces de l'ordre, ainsi que les éléments saisis lors de l'examen de son corps, de sa camionnette, de sa remorque et de son terrain. Le tribunal de district rejeta cette requête, estimant que Christopher n'était pas légalement en détention avant le 9 novembre et que, par conséquent, les déclarations qu'il avait faites avant cette date demeuraient recevables. Parallèlement, la mère de Rowan, Colleen, relata le jour où elle découvrit la disparition de sa fille, ainsi que les jours d'attente et d'angoisse ayant précédé la découverte de son corps dans un gouffre karstique. Elle se souvenait être sortie s'asseoir dans la rue, attendant le retour de Rowan, puis être rentrée dans la maison à l'arrivée du bus scolaire, afin de ne pas alarmer les autres enfants. À l'issue de la phase de détermination de la responsabilité, les jurés déclarèrent à l'unanimité Christopher coupable de meurtre. Lors de la phase de détermination de la peine, 6 témoins furent entendus au sujet des conséquences du crime sur la victime. La défense de Christopher fit comparaître 2 témoins affirmant que David Spears aurait également pu être impliqué dans les faits. Des membres de la famille de Christopher prirent également la parole à la barre, évoquant une enfance marquée par des déménagements constants entre ses parents biologiques et adoptifs, un environnement familial gravement touché par l'alcoolisme et la délinquance, ainsi que les nombreuses difficultés rencontrées durant son adolescence. La défense présenta en outre le rapport d'un expert en développement de la personnalité. Celui-ci expliqua que Christopher avait été exposé, durant les 6 premiers mois de sa vie, à un stress émotionnel intense ayant eu des répercussions durables sur son développement psychologique.
L'expert souligna que Christopher entretenait des relations profondément perturbées avec son entourage et posa le diagnostic suivant: troubles dissociatifs sévères de l'attachement et troubles explosifs de la personnalité. Malgré les arguments de la défense, les jurés recommandèrent la peine de mort. Ils estimèrent que la mort de Rowan avait été accompagnée de souffrances et s'était déroulée dans des conditions particulièrement cruelles, horribles et inhumaines. Christopher fut ensuite condamné à la peine capitale, mais il fit rapidement appel. Les avocats de la défense déclarèrent que des photographies du corps de Rowan avaient été utilisées comme pièces à conviction. Selon eux, ces images, ainsi que d'autres éléments sans lien direct avec les faits, auraient pu influencer émotionnellement les jurés et les amener à fonder leur décision sur l'affect plutôt que sur le droit lors de la phase de détermination de la peine. La défense souligna également l'importance d'un enregistrement vidéo d'une conversation entre le chef de la police de Wheaton, Clint Clark, et Christopher, réalisé quelques jours après les aveux de ce dernier. L'avocat commis d'office fit valoir que cet enregistrement montrait comment Clark avait exercé une pression psychologique en recourant à diverses tactiques. Selon la défense, la relation amicale entre les deux hommes aurait aussi dissuadé Christopher d'insister sur son droit à l'assistance d'un avocat et à garder le silence. Parmi les autres arguments avancés figurait le fait que Christopher avait lui-même contacté Clark en premier et qu'il aurait pu, à tout moment, quitter les lieux, notamment l'endroit situé sous le pont où une partie de leur échange avait eu lieu. En réponse, le représentant du ministère public déclara qu'après les aveux de Christopher, les échanges ultérieurs avec Clark portaient essentiellement sur le rôle présumé de David Spears, le beau-père de Rowan. Selon lui, à ce stade de la procédure, les enquêteurs disposaient déjà de preuves suffisantes pour établir la culpabilité de Christopher. Finalement, tous les recours introduits par Christopher furent rejetés. Mais qu'en est-il du beau-père de Rowan, David Spears? Comme mentionné précédemment, il avait effectivement reconnu avoir participé au meurtre et à la dissimulation du corps. Mais ces aveux correspondaient-ils réellement à la vérité des faits? Selon le procureur du comté de Barry, Johnny Cox, cette situation risquait de placer l'État dans une position délicate. Il aurait été contraint de soutenir simultanément deux versions contradictoires des faits concernant l'identité du meurtrier de Rowan. En d'autres termes, l'État aurait dû affirmer que deux récits incompatibles étaient tous deux véridiques, ce qui est juridiquement impossible. Le procureur expliqua que le droit de l'État, tout comme la jurisprudence des juridictions fédérales, interdit de fonder deux accusations distinctes sur des versions factuelles incohérentes dans des affaires impliquant des complices présumés. Une telle approche aurait non seulement pu compromettre la tentative de poursuite contre David Spears, mais aussi entraîner l'annulation de la condamnation déjà prononcée contre Christopher Collins. Quoi qu'il en soit, David plaida finalement coupable de mise en danger de la vie d'un enfant et d'entrave à l'enquête. Ce plaidoyer équivalait de fait à reconnaître que ses aveux initiaux étaient erronés. Lors de l'audience de 2010, un expert expliqua que, sous l'effet de la pression psychologique, David avait fini par croire qu'il avait réellement pu commettre le crime, alors qu'en réalité, il n'en conservait aucun souvenir. Il fut donc condamné à une peine d'11 ans d'emprisonnement pour deux infractions de moindre gravité. Les funérailles publiques de Rowan se sont déroulées le mercredi 14 novembre 2007 dans une église de Neosho, dans l'État du Missouri. La cérémonie fut célébrée par le révérend Glenn. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à la fillette dont la vie s'était tragiquement interrompue. Lors de la veillée funèbre, organisée la veille au soir, son hymne préféré, Old Rugged Cross, a été joué. Sur la pierre tombale en granit gris de Rowan sont gravés un cœur et la silhouette d'un ange incliné en prière. Pendant des heures, il l'avait cherchée, espérant qu'elle rentrerait à la maison. Mais cela ne s'est jamais produit. Personne ne s'attendait à ce qu'une telle tragédie puisse survenir. Les proches de la fillette ont déclaré être venus aux funérailles pour tenter de comprendre, mais aussi pour lui dire adieu. Malgré sa courte existence, Rowan a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de nombreuses personnes. Les représentants du clergé ont parlé de justice mais non de vengeance. Les fidèles réunis dans l'église ont appelé à vivre comme Rowan avait vécu, avec foi, bonté et amour. À vivre la plus belle vie possible. Le 29 février 2000, John Price, un homme divorcé et père de deux enfants âgés de 45 ans, demanda aux autorités de délivrer une ordonnance contre son ex-compagne, Catherine Knight.
Selon John, celle-ci avait commencé à le menacer peu après qu'il lui eut refusé sa demande en mariage. Ils avaient déjà eu plusieurs conflits sérieux qui s'étaient terminés par des violences physiques de sa part. En outre, John contacta certains de ses collègues pour leur dire que quelque chose de grave allait se produire s'ils ne se présentaient pas un jour au travail. Étonnamment, le lendemain, John ne se présenta pas au travail, suscitant ainsi l'inquiétude de ses collègues, qui hésitaient à savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie. Après plusieurs tentatives infructueuses de son employeur pour le joindre par téléphone, celui-ci décida d'envoyer un employé à son domicile pour vérifier lui-même qu'il allait bien. Au même moment, l'un des voisins de John fut intrigué en voyant sa voiture stationnée devant chez lui. Il s'approcha alors de la maison et frappa à la porte à plusieurs reprises. N'obtenant aucune réponse, il alerta la police. Il régnait un silence de mort dans la maison, mais était-ce vraiment le cas ? Après avoir patienté quelques minutes devant la porte, le voisin de John jeta un coup d'œil par la fenêtre d'une des chambres afin d'écarter l'hypothèse qu'il dormait. À première vue, il lui sembla effectivement que la maison était vide, du moins aucun mouvement n'était perceptible. Cependant, en y regardant de plus près, le voisin de John remarqua plusieurs larges taches de sang sur le sol, près de l'entrée de la pièce. Il appela donc immédiatement la police et expliqua la situation. Les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux 10 minutes plus tard. Il n'était alors que 8 heures du matin. Après avoir inspecté la maison depuis la rue, les policiers ne remarquèrent rien d'anormal. Ils décidèrent néanmoins d'entrer pour lever tout doute. La scène qu'ils découvrirent à l'intérieur fut décrite comme effroyable et inimaginable. Cela dit, il ne fut pas difficile de trouver le coupable, puisqu'il était resté à l'intérieur de la maison durant toute l'opération. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Catherine Mary Knight, une femme devenue l'une des meurtrières les plus célèbres de l'histoire australienne. Elle est née le 24 octobre 1955 à Tenterfield, une ville de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Sa mère, Barbara, était mariée à un homme nommé Jack Rogan. Ils vécurent longtemps à Aberdeen, où ils eurent 4 enfants. Cependant, Barbara eut une liaison avec Kenneth Knight, un ami proche de son mari, ce qui entraîna rapidement leur séparation. Barbara confia alors ses 4 enfants à Jack et partit vivre avec Kenneth. Ensemble, ils fondèrent une nouvelle famille, et c'est ainsi que naquirent Catherine, sa sœur jumelle, 2 frères et une autre sœur. Malheureusement, Jack Rogan, l'ex-mari de Barbara, décéda en 1959. 2 de leurs 4 enfants vinrent alors vivre avec elle. À ce moment-là, il était déjà évident que l'environnement familial dans lequel ils grandissaient était inadapté, pour ne pas dire plus. La raison principale en était sans doute que Ken, comme on l'appelait communément, était un homme cruel et grossier, en proie à de graves problèmes d'alcool. Il maltraitait fréquemment Barbara et battait leurs enfants sans retenue. Toutefois, la mère de Catherine n'avait rien d'une mère équilibrée, au sens habituel du terme. Elle allait même jusqu'à raconter à ses filles des détails intimes de sa vie conjugale. Un tel comportement parental eut inévitablement des répercussions sur les enfants. On sait que les frères et sœurs de Catherine avaient adopté les habitudes de leur père et lui avaient infligé à plusieurs reprises des violences physiques. Une fois, la jeune fille fit part à sa mère de la situation dans laquelle elle se trouvait, mais celle-ci, insensible, lui conseilla simplement d'arrêter de se plaindre et d'accepter son sort. En fin de compte, les brimades persistèrent et laissèrent une marque indélébile sur le psychisme de Catherine. À l'école, elle était une fille renfermée et maussade, persuadée que tout le monde autour d'elle cherchait à lui nuire d'une manière ou d'une autre. Elle se bagarrait donc constamment avec ses camarades de classe. À un moment donné, elle tenta même d'attaquer l'un d'eux avec un couteau qu'elle transportait secrètement dans son sac à dos. Malgré les bagarres et les querelles incessantes avec son entourage, Catherine réussissait plutôt bien ses études. Plus tard, cependant, elle se replia sur elle-même et finit par abandonner l'école. Elle trouva ensuite un emploi de coupeuse dans une usine de vêtements où elle travailla pendant environ 1 an. En 1971, à l'âge de 16 ans, Catherine commença à travailler dans un grand abattoir du même quartier d'Aberdeen. Elle y apprit à manier les couteaux et fut même promue. Selon ses collègues, elle aimait tellement son métier qu'elle le considérait comme sa véritable vocation. Elle alla jusqu'à accrocher son premier jeu de couteau de boucher au-dessus de son lit. Avant de s'endormir, la jeune fille les contemplait parfois, ce qui lui procurait apparemment un grand plaisir.
En 1973, le comportement agressif de Catherine devint de plus en plus fréquent. C'est à cette époque qu'elle rencontra son premier mari, David Kellett, un jeune homme de 22 ans qui avait déjà travaillé pour une compagnie ferroviaire locale. Peu avant leur rencontre, il avait été licencié en raison de ses problèmes d'alcool. Cette circonstance l'avait contraint à trouver un nouvel emploi à l'abattoir que j'ai déjà mentionné, où il fit la connaissance de Catherine. Après avoir appris à se connaître, les jeunes gens décidèrent de se marier. La rumeur veut que leur première nuit de noces ait été inoubliable. Après avoir eu 3 rapports intimes, Kellett s'endormit, ce qui mit Catherine dans une colère noire, car elle estimait que 3 fois n'étaient pas suffisantes. Elle se jeta alors littéralement sur son mari et tenta de l'étrangler. Heureusement pour lui, elle n'y parvint pas. Néanmoins, ce n'était que le début de leur relation tumultueuse. Ils furent en effet victimes d'une série d'agressions physiques, dont la fréquence ne cessa d'augmenter avec le temps. On sait que leur dernière violente dispute éclata peu avant que Catherine n'accouche de leur enfant commun. Tout commença lorsque David rentra plus tard que d'habitude. Au lieu de lui demander calmement la raison de son retard, la jeune femme prit une poêle à frire et lui asséna un violent coup sur la tête. Voyant un filet de sang s'écouler immédiatement de la blessure de Kellett, Catherine se mit à crier et à appeler à l'aide. Alerté par ses hurlements, un voisin appela la police, ce qui conduisit à l'arrestation de Catherine. Cependant, celle-ci fut de courte durée et elle rentra chez elle quelques heures plus tard. En mai 1976, David prit finalement la décision de quitter Catherine. Il ne supportait plus son agressivité, d'autant plus qu'elle se défoulait sur leur fille après ses accès de colère. Peu avant leur séparation, il alla même jusqu'à abandonner le landau avec leur bébé sur une voie ferrée. Heureusement, un sans-abri qui fouillait les environs à la recherche de nourriture aperçut l'enfant à temps et parvint à le sauver. En apprenant ce qui s'était passé, Catherine perdit immédiatement son sang-froid. À son retour du travail, elle s'empara d'une hache et sortit dans la rue, menaçant les passants de mort. Quelques minutes plus tard, elle fut arrêtée et placée en hôpital psychiatrique, où on lui diagnostiqua une dépression postpartum. Une fois sortie de l'hôpital, Catherine se retrouva à nouveau en difficulté. Armée de l'un de ses couteaux de boucher et tenant sa fille dans l'autre main, elle s'en prit violemment à une femme inconnue. Catherine voulait qu'elle la conduise en voiture chez David. Face à son refus d'obtempérer, elle lui asséna plusieurs coups de poing au visage. Heureusement, la victime parvint à s'échapper et à rejoindre une station-service où elle demanda de l'aide. Les employés contactèrent immédiatement la police. Lorsque les agents arrivèrent sur place, ils trouvèrent Catherine brandissant un couteau dans une main et tenant son bébé dans l'autre. Une fois calmée, elle fut de nouveau internée en hôpital psychiatrique et sa fille placée dans un lieu sûr. Par la suite, l'enfant fut confié à ses grands-parents maternels, tandis que son père, David, fut informé que Catherine se trouvait dans le service psychiatrique de l'hôpital de Nouvelle-Galles du Sud. Le 9 août 1976, Catherine sortit de l'hôpital et fut confiée à sa belle-mère, chargée de veiller à ce qu'elle prenne correctement tous les médicaments prescrits. Étonnamment, quelques semaines plus tard, Catherine et David décidèrent de reprendre la vie commune. Cependant, comme auparavant, leur cohabitation pacifique fut de courte durée et le couple continua d'attirer l'attention par ses disputes incessantes. Malgré tout, le 6 mars 1980, ils eurent une autre fille. Les années passèrent et, un jour, en rentrant du travail, David constata que ni Catherine ni leur fille n'étaient à la maison. Il s'avéra qu'elle s'était rendue chez les parents de Catherine, dans une ferme située quelque part près d'Aberdeen. La jeune femme y retrouva un emploi dans un abattoir, mais fidèle à son tempérament, elle fut rapidement renvoyée. Bientôt, Catherine déménagea à nouveau et, environ un an plus tard, elle commença à souffrir de violents maux de dos qui l'obligèrent à cesser de travailler. Heureusement pour elle, les autorités locales lui accordèrent non seulement une bonne allocation, mais l'aidèrent aussi à trouver un petit appartement situé près de l'école où ses filles devaient être scolarisées. À plus de 30 ans, Catherine, grande et mince, était plutôt séduisante. Mais elle aspirait avant tout à rencontrer un homme bon et attentionné. Extérieurement, elle semblait joyeuse et souriante, mais au fond d'elle-même, elle restait agressive, jalouse et possessive. Quoi qu'il en soit,
Son apparence lui permit de fréquenter toutes sortes d'hommes, dont un mineur de 38 ans, David Saunders. Il était considéré comme un homme beau et charmant, mais son principal défaut était sans doute sa consommation d'alcool, bien plus excessive que celle des autres. Malgré cela, les deux trouvèrent un terrain d'entente et, au début, leur relation se déroula sans heurts. Au fil du temps, leur relation devint de plus en plus sérieuse et ils décidèrent de vivre ensemble. David emménagea donc avec Catherine et ses filles. Presque immédiatement après son installation, les querelles et les disputes, qui faisèrent partie intégrante du caractère de la jeune femme, éclatèrent au grand jour. Catherine accusait sans cesse Saunders d'entretenir des liaisons secrètes avec d'autres femmes. Le couple se disputait parfois pendant des heures à ce sujet. Un jour, Catherine mit David à la porte. Cependant, dès le lendemain, elle le supplia de revenir. Même après son retour, leurs conflits ne cessèrent pas. En mai 1987, après une nouvelle querelle violente, Catherine attrapa un chiot âgé de 2 mois et l'égorgea sous les yeux de David. Elle lui déclara alors qu'il subirait le même sort s'il osait la tromper avec une autre femme. Malgré leurs violentes disputes et d'autres événements tout aussi odieux, Catherine donna naissance à leur 3e fille en juin 1988. Peu après la naissance de l'enfant, David et Catherine achetèrent une petite maison qu'ils décorèrent ensuite d'une manière pour le moins singulière. Les murs furent ornés de crânes de vaches, de peaux d'animaux et de cornes de taureaux. Parmi les autres objets qui composaient cette étrange décoration, on trouvait d'énormes fourches, des cuillères en bois, des râteaux, des pièges à animaux rouillés, des vestes de motard en cuir usé, plusieurs selles, des bottes de cow-boy et divers autres accessoires. Tous les espaces libres de la maison étaient envahis de journaux, de vêtements sales et de vieux livres que personne ne lisait. Il ne faisait aucun doute que Catherine appréciait ce style de décoration. Peut-être même y prenait-elle un plaisir particulier. Mais cela ne dura pas longtemps, car après une nouvelle dispute, au cours de laquelle elle frappa Saunders avec un fer à repasser avant de le poignarder dans la poitrine avec des ciseaux, il décida qu'il ne pouvait plus tolérer ces violences et quitta définitivement le domicile familial. Catherine tenta bien de le retrouver et de se racheter, mais elle ne parvint jamais à remettre la main sur lui. À un moment donné, désespérée, elle alla même jusqu'à découper tous ses vêtements avant de les jeter à la poubelle. Étonnamment, quelques mois plus tard, David revint. Il voulait simplement voir sa fille. Il fut sincèrement choqué d'apprendre que, pendant son absence, Catherine avait eu le temps de se rendre à la police et de prétendre qu'il représentait un danger pour elle. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'entre-temps, Catherine était parvenue à épouser un autre homme. Son nouvel élu était John Chillingworth, un collègue de son ancien travail, âgé de 43 ans. En 1991, Catherine donna naissance à son 4e enfant, un garçon. De nombreux voisins furent surpris de constater l'absence de querelles ou de conflits entre elle et son compagnon, John Chillingworth. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient heureux ensemble. Quelque chose ne tournait visiblement pas rond, car après 3 ans de vie commune, il s'avéra que Catherine entretenait une liaison secrète avec un certain John Price depuis le début de sa relation avec Chillingworth. Cette trahison devint d'ailleurs la principale raison de leur séparation. Au départ, Chillingworth prit très mal cette rupture, non pas à cause de Catherine elle-même, mais parce qu'ils venèrent d'avoir un fils. Cependant, après les événements qui allaient suivre, il se sentit sans doute comme l'homme le plus chanceux du monde. Quant à John Price, il était déjà divorcé lorsqu'il commença à fréquenter Catherine. Il avait également 2 enfants qui, pour une raison inconnue, vivaient avec lui plutôt qu'avec leur mère. Après sa séparation avec Chillingworth en 1995, Catherine emménagea chez Price. À l'époque, celui-ci travaillait dans les mines locales et gagnait plutôt bien sa vie. Au début, leur vie commune fut relativement paisible. Cependant, Price ne tarda pas à réaliser que Catherine était une femme au caractère incroyablement fort et imprévisible. On sait qu'en 1998, elle lui demanda de l'épouser, mais il refusa immédiatement. En guise de représailles, Catherine filma tous les objets qu'elle soupçonnait Price d'avoir volés sur son lieu de travail avant d'envoyer la vidéo à son employeur. Il s'agissait en réalité de vieilles trousses médicales que Price avait récupérées dans une poubelle située dans les locaux de son entreprise. Quoi qu'il en soit, il fut licencié. Lorsqu'il rentra chez lui, une violente dispute éclata entre lui et Catherine.
Il finit par la mettre à la porte en lui disant qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Malgré cela, quelques mois plus tard, ils reprirent leur relation. Cette fois-ci, cependant, Price refusa de laisser Catherine revenir vivre chez lui avec toutes ses affaires. Cette décision fut à l'origine de nombreuses querelles, de plus en plus fréquentes et intenses. À un moment donné, Catherine se mit à calomnier Price auprès de ses amis, prétendant qu'il abusait de ses filles, ce qui était évidemment faux. En février 2000, une nouvelle violente dispute éclata entre eux, au cours de laquelle Catherine poignarda Price pour la première fois. C'est en effet à la suite de cet événement que la fin commença à se profiler, du moins en ce qui concernait la vie de l'homme. Comme mentionné au début de cette vidéo, le 29 février 2000, Price s'adressa aux autorités afin d'obtenir une ordonnance du tribunal contre Catherine. Il contacta également certains de ses collègues et leur confia que si, un jour, il ne se présentait pas au travail, cela signifierait que Cathy, comme il l'appelait parfois, lui avait fait du mal. Il n'avait pas tort. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, ses enfants n'étaient plus là. Il s'avéra que Catherine avait profité de son absence pour les envoyer chez des amis communs. Apparemment, elle voulait lui faire croire qu'elle souhaitait une réconciliation. Vers 23 heures, alors que Price dormait déjà, Catherine entra dans la maison et s'installa devant la télévision. Elle n'eut même pas besoin d'enfoncer la porte, car elle possédait encore les clés. Après un moment, elle alla prendre une douche, puis réveilla l'homme pour avoir une relation sexuelle avec lui. Une fois cela fait, Price se rendormit, sans se douter que cette nuit serait la dernière de sa vie. Catherine avait minutieusement préparé son crime. Elle avait disposé plusieurs couteaux de boucher à des endroits stratégiques de la maison, au cas où Price tenterait de s'enfuir. Lorsqu'elle s'assura qu'il était profondément endormi, elle s'empara de l'un des couteaux, monta sur lui et lui enfonça la lame dans le corps. Réveillée en sursaut par la douleur, Price tenta de repousser Catherine, mais celle-ci parvint à le maîtriser. Pour autant que l'on sache, Catherine l'a poignardé une quarantaine de fois au cours de l'attaque. Cela explique parfaitement pourquoi, lorsque la police pénétra dans la maison, elle découvrit d'abord de multiples éclaboussures de sang sur le sol et les murs. Mais ce n'était que le début d'une scène bien plus macabre. Alors que l'un des policiers continuait à fouiller les lieux, il remarqua un rideau suspendu entre deux pièces. En tendant la main pour le décrocher des crochets, les autres comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple tissu. Catherine avait immédiatement entamé le processus de dépeçage après le meurtre de Price. Une partie de la peau de l'homme servait désormais de rideau, tandis qu'une autre avait été placée dans une grande marmite où mijotaient déjà des légumes. Catherine alla encore plus loin. Elle sépara les fesses de Price, les découpa en petits morceaux et les disposa sur une plaque de cuisson. Elle sortit ensuite la vaisselle, dressa la table et plaça à côté des assiettes des petits papiers portant les noms des enfants de Price comme pour leur attribuer une place. Il ne faisait aucun doute qu'elle comptait les nourrir avec la chair de leur propre père. Quant au reste du corps de Price, il fut retrouvé allongé, les jambes croisées et un bras tendu, dans une mise en scène troublante. Catherine elle-même gisait à ses côtés. Il s'avéra qu'elle avait ingéré des pilules dans le but apparent de mettre fin à ses jours. Cependant, elle survécut et fut transportée en urgence à l'hôpital le plus proche. Elle ne reprit conscience que le 4 mars de la même année. Ce jour-là, la police vint l'interroger sur les événements qui s'étaient déroulés. Catherine s'empressa d'affirmer qu'elle ne se souvenait de rien. Après quelque temps, ses avocats tentèrent de prouver qu'en raison de divers troubles mentaux, elle ne pouvait tout simplement pas être jugée ni assumer la responsabilité pénale de ses actes. Les autorités durent alors ordonner un examen psychiatrique afin de déterminer si elle était atteinte d'une maladie mentale. À l'issue de cet examen, 3 spécialistes déclarèrent qu'elle était pleinement consciente de ses actes au moment du meurtre et qu'elle était donc apte à être jugée. Néanmoins, ils lui diagnostiquèrent un trouble de la personnalité dit « borderline », caractérisé par une incapacité à contrôler ses émotions et ses impulsions. Au cours du procès principal, les avocats de Catherine continuèrent à plaider son innocence, expliquant les événements par des troubles mentaux et une amnésie. L'accusation, quant à elle, affirma avec fermeté que la femme n'était pas malade et que son véritable problème était d'avoir toujours agi en toute impunité, sans jamais subir de conséquences. Acculée, Catherine finit néanmoins par plaider coupable du meurtre de John Price. Le 8 novembre 2000,
Le juge la condamna à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Catherine est actuellement incarcérée dans un centre pénitentiaire pour femmes appelé Civil Water. Entre ses murs, elle est surnommée Nana, un terme qui signifie « personne gentille et douce ». Elle y est connue comme une détenue qui apaise les tensions et prévient les conflits avant qu'ils ne s'enveniment. Depuis son incarcération, elle n'a jamais été impliquée dans la moindre altercation et est même considérée comme un modèle de conduite pour les autres prisonnières. Cependant, beaucoup d'entre elles savent qu'il vaut mieux garder leur distance. Derrière le masque de cette femme apparemment bienveillante se cache en réalité une tueuse impitoyable. Tsutomu Miyazaki est né le 21 août 1962 à Tokyo, la capitale du Japon. Sa naissance prématurée a entraîné plusieurs problèmes de santé. Le premier était lié à un poids très faible à la naissance. Le second concernait une malformation des mains. Les poignets de Miyazaki ne s'étant pas développés correctement, ils étaient déformés, ce qui l'empêchait de les plier complètement. En grandissant, il a pris conscience de la différence entre ses mains et celles de ses camarades, qui l'ont eux aussi remarqué très tôt. En conséquence, nombre d'entre eux ont commencé à se moquer de lui. À partir de l'âge de 5 ans environ et tout au long de son enfance, Tsutomu a été la cible de nombreuses moqueries et agressions de la part de son entourage. Il est ainsi devenu un adolescent extrêmement timide, renfermé et solitaire, qui n'avait pratiquement aucun ami. Pour échapper à cette réalité, il a trouvé refuge dans les mangas et les dessins animés. Parallèlement, il était un élève sérieux, appliqué et persévérant. Chaque jour, il passait plusieurs heures à étudier chez lui. Ses efforts ont fini par porter leurs fruits. Tsutomu a constamment obtenu d'excellents résultats scolaires. Il a terminé l'école primaire parmi les 10 meilleurs élèves de sa classe. Cette rigueur dans le travail s'est poursuivie au lycée. Dès cette époque, il réfléchissait déjà à l'université qu'il souhaitait intégrer, fermement décidé à devenir professeur de langues étrangères. Cependant, au fil du temps, ses résultats ont nettement baissé et il n'est même pas parvenu à réussir les examens d'entrée de l'établissement qu'il convoitait. Il a donc dû renoncer à une carrière dans l'enseignement et s'est finalement orienté vers des études supérieures en photographie. Grâce à l'influence de sa famille, Tsutomu obtint un emploi dans une petite imprimerie appartenant à une connaissance de son père. Tout en y travaillant, le jeune homme continuait à vivre dans une annexe modeste, située sur le terrain de la maison familiale. Il convient de préciser que la famille Miyazaki résidait dans l'un des quartiers les plus aisés de Tokyo. De plus, ses membres jouissaient d'une certaine notoriété et exerçaient une influence locale non négligeable. Le père de Tsutomu, Katsumi Miyazaki, était propriétaire d'un journal régional et s'était fait connaître grâce à ses chroniques politiques. D'une manière générale, le statut social de la famille Miyazaki ne faisait aucun doute. Toutefois, malgré leur aisance matérielle, les parents de Tsutomu étaient rarement présents à la maison. On peut dire qu'ils n'ont jamais accordé la moindre attention à l'éducation de leur fils, ni manifesté d'intérêt pour sa vie personnelle. Aucun attachement réel ne transparaissait dans leur comportement envers lui. Ils se contentaient de compenser leur absence par des cadeaux coûteux. Un jour, par exemple, ils lui offrirent une berline Nissan Langley. C'est au volant de ce véhicule que Tsutomu devait commettre ses crimes quelques années plus tard. Par ailleurs, il n'entretenait aucune relation affective avec ses jeunes sœurs. Bien qu'ils fussent proches en âge et unis par le sang, ces dernières ne cessèrent de répéter à quel point leur frère les dégoûtait. Le seul membre de cette famille nombreuse qui semblait réellement s'intéresser à lui était son grand-père, atteint de démence. C'est ainsi que, peu à peu, le complexe d'infériorité de Tsutomu s'est profondément enraciné. Il est important de souligner que le jeune homme évitait tout contact avec les inconnus, et plus encore avec les filles. Selon ses propres mots, un camarade de classe lui aurait un jour lancé, au lycée, que sa virilité n'était pas plus épaisse qu'un crayon mais pas plus longue qu'un cure-dent. Cette remarque, semble-t-il, a profondément marqué Miyazaki. Mais ces troubles ne s'arrêtèrent pas là. En dépit de son complexe d'infériorité et de son incapacité à établir des relations avec les femmes, il éprouvait une libido particulièrement élevée. Il pensait au sexe de façon quasi obsessionnelle. À l'université, il se rendait régulièrement sur le court de tennis local, non pas par passion pour le sport,
mais dans le but de photographier les parties intimes des joueuses, du moins celles qu'il parvenait à apercevoir. Pendant un certain temps, sa vie sexuelle se limita à la consommation de clichés suggestifs et de films pornographiques. Tout bascula en 1984. Cette année-là, Tsutomu développa une obsession pour la pornographie infantile, qu'il pouvait regarder pendant des heures. Cet intérêt dérangeant fut-il l'élément déclencheur de ses crimes futurs? Selon plusieurs spécialistes, c'est plutôt la mort de son grand-père qui aurait constitué le facteur décisif. Il s'agissait, rappelons-le, de la seule personne de son entourage à lui témoigner une affection sincère et à s'intéresser réellement à lui. Au point que, après l'incinération du corps, Miyazaki tenta d'avaler ses cendres, comme s'il cherchait à préserver en lui une trace vivante de ce lien. De toute évidence, l'état mental du jeune homme ne fit que se dégrader au fil des années. Le 22 août 1988, au lendemain de son 26e anniversaire, Tsutomu passa à l'acte pour la première fois. Ce jour-là, Marie Kono, une fillette de 4 ans, quitta seule l'appartement familial, situé dans le quartier de Saitama, vers 3 heures de l'après-midi. Malgré son très jeune âge, l'enfant avait pris l'habitude de sortir sans surveillance, et ses parents n'avaient, semble-t-il, aucune raison immédiate de s'inquiéter. Pourtant, plusieurs heures plus tard, Marie n'était toujours pas rentrée à la maison. Son père alerta alors la police afin de signaler sa disparition. Comme on l'apprit par la suite, alors que Marie marchait dans l'enceinte du complexe résidentiel, elle fut abordée par une voiture de marque Nissan Langley. D'après les enquêteurs, le conducteur, qui n'était autre que Tsutomu Miyazaki, lui proposa de la conduire quelque part, proposition que la fillette accepta sans hésitation. Le ravisseur se dirigea ensuite vers une zone boisée située à une 50aine de kilomètres du domicile de l'enfant. Là, le jeune homme abusa de Marie, lui ôta la vie, puis prit plusieurs photographies de son corps nu. Il emporta ensuite les vêtements de la fillette et, comme si de rien n'était, remonta dans sa voiture avant de repartir. Plus tard, après avoir attendu que le corps entre en décomposition, Tsutomu retourna sur les lieux du crime et rapporta chez lui plusieurs ossements et dents de sa victime, qu'il réduisit ensuite en poudre. La disparition d'une enfant aussi jeune déclencha bien entendu une enquête immédiate. Toutefois, au cours des 4 semaines qui suivirent, les forces de l'ordre ne parvinrent à recueillir aucun indice probant. Les recherches visant à retrouver Marie furent donc suspendues. Pendant ce temps, Tsutomu réfléchissait déjà à ce qu'il allait faire. Le jeune criminel ne parvenait pas à se maîtriser et savait pertinemment qu'il ôterait bientôt une nouvelle vie. Le 3 octobre 1988, Miyazaki passa de nouveau à l'acte. En parcourant le district de Saitama à la recherche d'une autre victime, il aperçut une fillette de 7 ans prénommée Masami Yoshizawa. Comme dans le cas de Marie, Tsutomu arrêta sa voiture et parvint à convaincre l'enfant de monter à bord. Il reproduisit ensuite le même schéma: agression, meurtre, puis retrait des vêtements de la victime, qu'il conserva comme trophée. La disparition de cette deuxième fillette incita les autorités à lancer une enquête plus approfondie. 2 disparitions d'enfants dans des circonstances similaires constituaient en effet un fait exceptionnel au Japon. De surcroît, aucun élément ne permettait de conclure à un enlèvement. L'opinion publique fut profondément choquée, et les enquêteurs s'efforçaient désormais de comprendre ce qui était arrivé aux fillettes, et qui se trouvait derrière ces actes. Miyazaki, quant à lui, ne pensait qu'à poursuivre sa traque. À ce stade, il se sentait totalement impuni, voire invincible. Il osa même envoyer aux parents de Marie une boîte contenant des os et des dents de leur fille, qu'il avait lui-même réduits en poudre. La 3e victime de Tsutomu fut une fillette de 4 ans prénommée Erika Namba. Elle fut enlevée le 12 décembre 1988. Contrairement aux 2 précédents cas, le corps d'Erika fut retrouvé presque immédiatement. À cette époque, les enquêteurs étaient déjà convaincus qu'ils avaient affaire à un tueur en série. En tout cas, il était évident pour tous que les disparitions des enfants s'étaient produites dans des circonstances similaires. De manière générale, le corps d'Erika avait été abandonné non loin de l'endroit où avait été découverte la seconde victime. Ainsi, lorsque les forces de l'ordre entreprirent des recherches plus approfondies dans la zone, elles mirent au jour les restes de Masami Yoshizawa. À partir de ce moment-là, les enquêtes officielles sur les disparitions des fillettes furent requalifiées en affaires de meurtre. Environ 1 semaine après la mort d'Erika, sa famille reçut une carte postale envoyée par Miyazaki lui-même. Elle contenait un message énigmatique composé de mots découpés dans un magazine. Le texte disait simplement
Erika, froid, toux, gorge, repos, la mort. Il apparaît qu'à certains moments, Tsutomu aurait pu être arrêté bien plus tôt. Après avoir enlevé Erika et l'avoir emmenée dans la forêt, il aperçut les phares d'une voiture qui s'approchait. Craignant d'être surpris, le jeune homme décida alors d'ôter rapidement la vie à la fillette et de dissimuler son corps le plus discrètement possible. Cependant, alors qu'il tentait de fuir les lieux, sa voiture heurta un nid de poules. Peu après, plusieurs hommes s'approchèrent de son véhicule. Il s'avéra qu'ils s'étaient volontairement arrêtés à proximité pour lui porter secours. Ils attachèrent une corde à la voiture de Miyazaki et tentèrent de la dégager du trou. Comme il faisait nuit et que le câble était fixé à l'avant, les passants ne purent distinguer clairement le véhicule et crurent avoir affaire à une Toyota Corolla et non à une Nissan Langley. Le lendemain, ils prirent eux-mêmes contact avec la police pour signaler la présence d'une voiture suspecte dans les bois. Toutefois, n'ayant pas pu identifier avec certitude la marque du véhicule, les enquêteurs orientèrent leurs recherches vers un modèle qui, en réalité, n'avait aucun lien avec l'affaire. Le meurtre suivant commis par Tsutomu eut lieu le 6 juin 1989. Ce jour-là, il força une fillette de 5 ans, Ayako Nomoto, à monter dans sa voiture en utilisant ses méthodes habituelles. Cependant, cette fois-ci, il ne laissa pas le corps de la victime dans les bois. Il le plaça dans le coffre de son véhicule et le ramena à son domicile. Là, il prit plusieurs photographies du cadavre nu, puis abusa de la dépouille à plusieurs reprises. Lorsque le corps commença à se décomposer, Miyazaki le découpa et consomma une partie des restes. À partir de ce moment, les autorités comprirent que le tueur chercherait probablement à enlever une nouvelle victime, ce qui ne tarda pas à se produire. Le 23 juillet, il tenta un nouvel enlèvement. Alors qu'il circulait dans les rues de Hachioji, Tsutomu aperçut 2 jeunes sœurs jouant au bord de la route. Il s'arrêta, leur adressa la parole et leur demanda la permission de les photographier. L'une des fillettes fut immédiatement troublée par cette requête, tout comme, semble-t-il, Miyazaki lui-même. Elle partit aussitôt prévenir son père sans faire de bruit. Pendant ce temps, l'agresseur, au lieu de fuir, ce qui aurait été une réaction logique, resta sur place pour prendre quelques clichés de la plus jeune des 2 sœurs. Par chance, le père des enfants arriva au moment où Tsutomu s'apprêtait à passer à l'acte. L'agresseur fut alors contraint de prendre la fuite, mais il dut abandonner son véhicule sur place. Quelques heures après l'incident, Miyazaki retourna sur les lieux pour récupérer son véhicule, mais des policiers l'y attendèrent déjà. Il fut finalement arrêté. Il fut immédiatement inculpé de harcèlement et de tentative d'agression sur mineur. Bien que les enquêteurs aient été satisfaits de l'arrestation du suspect, aucun d'entre eux, à ce moment-là, n'était certain que Tsutomu était bien le tueur en série qu'ils recherchaient avec tant d'acharnement. Au bout d'un certain temps, le suspect finit par s'exprimer et demanda à rencontrer les inspecteurs chargés de l'enquête sur les meurtres de jeunes filles. C'est alors que Miyazaki avoua être l'auteur des enlèvements et des assassinats. Lors d'une perquisition ultérieure menée à son domicile, plus de 5000 cassettes vidéo furent découvertes, contenant de la pornographie infantile, des dessins animés de type hentai, ainsi que des films d'horreur. Par ailleurs, des photographies intimes des victimes furent retrouvées parmi les effets personnels de Tsutomu. La première phase du procès de Tsutomu Miyazaki eut lieu le 30 mars 1990. Lors de son témoignage, l'accusé tint régulièrement des propos incohérents, rejetant la responsabilité de ses actes sur un personnage fictif qu'il appelait Ratman, une sorte d'alter ego qu'il considérait comme le véritable auteur de ses pulsions criminelles. Les résultats de plusieurs expertises psychiatriques, auxquelles il fut soumis, révélèrent qu'il souffrait de divers troubles et pathologies mentales. Parmi les plus graves figurait un trouble dissociatif de l'identité, anciennement désigné sous le nom de personnalité multiple, ainsi qu'une forme aiguë de schizophrénie paranoïde. Malgré ces diagnostics, le tribunal estima que Miyazaki était pleinement conscient de la nature et des conséquences de ses actes. Il fut reconnu coupable des 4 meurtres. Malgré l'apparente simplicité de la peine prononcée à l'encontre de Tsutomu Miyazaki, celle-ci ne fut confirmée qu'en 2006. Cette année-là, la Cour suprême de Tokyo le condamna à la peine de mort par pendaison. Durant toutes ces années, Miyazaki demeura en détention, consacrant son temps libre à la lecture de mangas. Dans les médias, plusieurs surnoms lui furent attribués. L'un des plus connus est celui de tueur d'otakus. Au Japon, le terme otaku désigne les personnes passionnées par certains produits de la culture populaire, comme les mangas
ou les dessins animés. Ce lien fit naître, au sein de la société japonaise, de nombreuses interrogations quant à l'influence de la culture de masse sur la construction psychologique de Miyazaki et sur son évolution vers une criminalité d'une extrême violence. Outre le surnom de tueur d'otakus relayé par la presse, l'accusé était également connu sous celui de tueur aux mains de vampires. La forme particulièrement déformée et inhabituelle de ses mains était si marquante qu'il aurait été difficile de ne pas la relever. Certains n'hésitèrent pas à le comparer à Dracula, et des rumeurs circulèrent même selon lesquelles il aurait bu le sang de ses victimes. La sentence capitale fut exécutée en juin 2008. Aujourd'hui encore, Tsutomu Miyazaki reste dans la mémoire collective japonaise comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire contemporaine du pays. Manfred et son épouse Maricia ont été retrouvés morts à leur domicile. De l'argent, des bijoux ainsi que plusieurs objets de valeur avaient disparu de la scène du crime. Les forces de l'ordre ont d'abord supposé qu'il s'agissait d'un cambriolage ayant mal tourné. Pourtant, quelques jours plus tard, les soupçons se sont orientés vers les enfants du couple. Un seul achat a suffi à confirmer l'ensemble des hypothèses des enquêteurs. La famille von Richthofen était composée de Manfred, ingénieur issu d'une famille aristocratique originaire d'Allemagne, de Maricia, personnalité reconnue dans le domaine de la psychiatrie et d'origine libano-portugaise, ainsi que de leurs deux enfants, leur fille aînée, Suzanne, et leur fils cadet, Andreas. Tous deux sont nés au Brésil, pays dans lequel la famille avait choisi de s'établir. Là-bas, leurs affaires, tant professionnelles que financières, ont rapidement prospéré. Manfred a obtenu un poste au sein de l'une des entreprises chargées de la gestion des autoroutes de Sao Paulo. Il y jouissait d'une excellente réputation. Travailleur appliqué, il s'acquittait rigoureusement de toutes les missions qui lui étaient confiées, ce qui lui a valu, avec le temps, plusieurs promotions. Maricia, de son côté, a fondé sa propre clinique psychiatrique qui accueillait de nombreux patients. Cette activité lui permettait de contribuer de manière substantielle au budget familial. En outre, tous deux avaient hérité d'une fortune considérable de leurs familles respectives. Les von Richthofen vivaient dans une somptueuse demeure. Ils organisaient régulièrement des réceptions, offraient à leurs amis des présents de grande valeur et en recevaient en retour tout aussi précieux. Ils faisaient tous partie des familles les plus influentes du Brésil, parmi lesquelles figuraient des politiciens, des artistes et plus généralement des personnes extrêmement fortunées. Leurs enfants, quant à eux, étaient perçus comme des adolescents exemplaires. Ils fréquentaient les établissements scolaires les plus prestigieux, parlaient plusieurs langues et obtenaient d'excellents résultats. D'un naturel réservé, ils ne se disputaient jamais avec leurs parents, obéissaient sans discuter, n'assistaient pas à des fêtes et ne sortaient jamais tard avec leurs amis. Suzanne, l'aînée, affirmait vouloir devenir une avocate célèbre. Dès l'âge de 12 ans environ, elle s'était mise à se préparer avec sérieux pour intégrer l'une des meilleures universités du pays. Tous ceux qui les connaissaient les considéraient comme une famille idéale. Pourtant, avec le temps, tout a commencé à changer. En août 1999, les 4 membres de la famille se rendirent en promenade dans le parc d'Ibirapuera, le plus célèbre de Sao Paulo, surnommé les poumons de la ville. Ce jour-là, une exposition consacrée au modélisme aérien y était organisée. Andreas, alors âgé de 12 ans, fut profondément impressionné par ce qu'il découvrit. Lors de cette exposition, un atelier était également proposé, animé par un jeune homme de 19 ans, prénommé Daniel Krabinas. Andreas supplia ses parents de l'y inscrire et se montra si insistant qu'il finira par céder. Dès le début des cours, Andreas et Daniel nouèrent une solide amitié. Malgré leur importante différence d'âge, ils commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble. Andreas se rendait fréquemment au parc où Daniel passait de longues heures et ce dernier se mit peu à peu à fréquenter la maison familiale. Cette relation était cependant mal vue par les parents d'Andreas car Daniel était issu d'un milieu modeste. Son père avait été incarcéré à plusieurs reprises, tout comme sa mère et ses frères aînés. Daniel, à cette époque, n'avait encore commis aucun délit, mais les parents d'Andreas étaient persuadés qu'il exerçait une mauvaise influence sur leur fils. Malgré leur réticence, ils finirent par tolérer sa présence chez eux. Finalement, Daniel entama une conversation avec Suzanne. Elle fut immédiatement fascinée par ce garçon et, dès les premières minutes de leur échange, elle sentit qu'elle devait être avec lui.
Quelques mois après leur rencontre, ils commencèrent à se fréquenter, mais gardèrent leur relation secrète vis-à-vis des parents de Suzanne. Ils redoutaient que, tout comme ils avaient désapprouvé l'amitié entre Andreas et Daniel, ceux-ci rejettent également leur relation. Au fil des mois, les parents de Suzanne commencèrent à remarquer des changements dans son comportement. Elle, qui jusque-là avait toujours été une adolescente calme, réservée et obéissante, se mit peu à peu à se rebeller. Elle cessa de prêter attention à ses parents, fit l'école buissonnière, et tous les projets d'avenir auxquels elle tenait perdirent soudain toute leur importance. Et pourtant, grâce à ses excellents résultats scolaires, elle réussit, quelques années plus tard, à intégrer une université catholique très prestigieuse au Brésil pour y étudier le droit. À ses parents, elle affirmait qu'elle révisait chez une amie le soir, ou qu'elle restait tard à l'université en raison de devoirs à terminer. Mais tout cela n'était que mensonge. En réalité, elle passait ses nuits avec Daniel dans des motels, séchait les cours pour rester à ses côtés, et elle commença également à consommer. Ses parents découvrirent la vérité le jour où elle ne rentra pas à la maison. Comme elle avait affirmé qu'elle passerait la nuit chez une amie, sa mère décida de l'appeler. L'amie lui répondit que Suzanne n'était jamais venue et qu'elle ignorait où elle se trouvait. Lorsque la jeune fille rentra enfin, elle avoua tout à ses parents. Ces derniers lui demandèrent aussitôt de mettre un terme à sa relation avec Daniel. Mais Suzanne refusa de les écouter et continua à le voir, malgré leur interdiction. Elle lui offrait des cadeaux de grande valeur, des téléviseurs, du matériel électronique, des bijoux, ainsi que de l'argent pour acheter toutes sortes de choses, le tout aux frais de ses parents fortunés. Sur son lieu de travail, les collègues de Daniel disaient de Suzanne qu'elle était une poule aux œufs d'or, en raison de sa générosité envers lui. Le jeune homme revendait fréquemment les cadeaux qu'il recevait afin de se procurer de l'argent qu'il utilisait pour aider sa famille ou acheter de la drogue. La relation entre Suzanne et Daniel devint progressivement incontrôlable. Beaucoup affirmaient qu'ils étaient devenus obsédés l'un par l'autre. Daniel alla même jusqu'à faire imprimer le visage de Suzanne sur l'oreiller avec lequel il dormait. Chaque jour, Suzanne cherchait à passer du temps avec lui, séchait les cours, et peu à peu, il ne resta plus rien d'autre dans sa vie que son petit ami. En 2002, les parents de Suzanne interdirent formellement à leur fille de revoir Daniel. Ils estimaient que la situation avait dégénéré et qu'ils devaient impérativement intervenir. Ils lui défendirent de sortir de la maison. Son père commença alors à l'accompagner et à venir la chercher à l'université, et pendant plusieurs semaines, elle ne vit plus Daniel. Cependant, dès que ses parents relâchèrent leur surveillance, elle recommença à voir son petit ami en cachette. Persuadée que la relation était bel et bien terminée, ses parents se laissaient rassurer par ses paroles. Suzanne leur affirmait régulièrement qu'ils n'étaient plus ensemble. La réalité, pourtant, était tout autre. Le 31 octobre 2002, Suzanne et Andreas quittèrent discrètement la maison. C'était devenu une habitude. La nuit, ils attendirent que leurs parents s'endorment, se retrouvaient dans la chambre de l'un ou de l'autre, puis sortaient par la fenêtre pour rejoindre Daniel. Andreas s'entendait si bien avec lui qu'il n'avait jamais révélé à ses parents que sa sœur continuait à le voir, et qu'il l'accompagnait lui-même. Ils allaient ensemble à des fêtes, consommaient de la drogue, et Andreas était toujours avec eux. Ce soir-là, le 31 octobre, ils avaient prévu quelque chose d'un peu différent. L'anniversaire de Suzanne approchait. Elle devait avoir 19 ans le 3 novembre, et elle souhaitait le célébrer en avance. Elle proposa d'aller dans un cybercafé. Andreas, passionné de jeux vidéo, accepta sans hésiter. Suzanne expliqua qu'il pourrait y jouer pendant quelques heures, et l'idée plut à tout le monde. Elle et Daniel restèrent un moment avec Andreas, puis s'absentèrent pour passer quelques heures dans un motel. Andreas, absorbé par les jeux, accepta leur départ sans s'en inquiéter. Il était environ 23 heures lorsqu'ils quittèrent le cybercafé, et ils ne revinrent qu'à 3 heures du matin. Ils passèrent encore un peu de temps ensemble avant de rentrer chez eux vers 4 heures. Ils constatèrent que la porte d'entrée était ouverte et furent pris de panique. Suzanne et Andreas pénétrèrent dans la maison. À ce moment-là, Daniel était déjà parti. Ils appelèrent leurs parents, puis tentèrent de les joindre par téléphone, sans obtenir de réponse. Inquiets, ils s'emparèrent même d'un couteau de cuisine. Suzanne appela alors Daniel qui, à son tour, contacta la police. À leur arrivée, les agents trouvèrent les deux jeunes à l'extérieur de la maison.
Suzanne et Andreas expliquèrent qu'ils n'avaient pas osé chercher leurs parents, redoutant qu'il ne leur soit arrivé quelque chose de grave ou que quelqu'un se trouve encore à l'intérieur. Les policiers constatèrent que l'alarme et les caméras de surveillance étaient éteintes et déconnectées. En montant à l'étage, dans la chambre des parents, ils découvrirent les corps de Manfred et Maricia. Tous deux avaient été battus à mort et présentaient de multiples blessures. Maricia avait tenté de se défendre, mais 3 de ses doigts étaient brisés. Elle avait également été étranglée avec la même serviette que celle qui lui avait été enfoncée dans la bouche. La scène était insoutenable. De l'argent et plusieurs bijoux manquaient. La famille possédait des économies en différentes devises, euros, dollars, réaux, et tout avait disparu. À première vue, tout laissait croire à un cambriolage. Les enfants semblaient bouleversés par les événements. Andreas était en état de choc, Suzanne pleurait sans retenue, criait. Il était évident qu'ils avaient du mal à accepter la mort de leurs parents. Pourtant, quelques jours plus tard, les enquêteurs commencèrent à observer chez la jeune fille un comportement troublant. Le 3 novembre, soit 2 jours seulement après les funérailles de ses parents, Suzanne célébra son anniversaire en organisant une fête au bord de la piscine. La police en fut informée ce jour-là, alors que des agents s'étaient rendus au domicile familial pour prendre des nouvelles de Suzanne, pensant qu'elle serait très affectée par le deuil. Ils souhaitaient également s'enquérir de l'état d'Andreas et poser quelques questions complémentaires sur la nuit des faits. Les 2 jeunes disposaient d'un alibi. Daniel et Suzanne avaient conservé un reçu du motel où ils avaient commandé à manger, ce qui permettait de situer leur présence au cybercafé et au motel à un horaire précis. Toutefois, le couple ne pouvait justifier les quelques heures écoulées entre le moment où ils avaient laissé Andreas au café et celui où ils avaient passé commande au motel. Ils affirmaient être restés sur place, mais aucun élément ne permettait de vérifier l'heure exacte de leur retour dans la chambre. La police doutait donc de leur version, même si aucune preuve tangible ne permettait de les contredire. Rien ne permettait d'incriminer Suzanne de manière formelle, lorsque les enquêteurs découvrirent qu'elle avait organisé une fête. Cela leur parut pour le moins étrange. Mais là encore, aucun indice ne permettait d'en faire une suspecte dans le meurtre de ses parents. Les jours passaient, et bientôt, un simple achat allait permettre à la police de remonter jusqu'au meurtrier. Un jeune homme de 26 ans, prénommé Christian Krabinas, frère aîné de Daniel, acheta une moto qu'il paya en espèces, en dollars. Ce comportement surprit vivement le vendeur. Il se souvint que le jeune homme était entré dans le magasin sans chercher quoi que ce soit de particulier. Il s'était contenté de dire qu'il souhaitait acheter quelque chose de très cher. Le vendeur, persuadé dans un premier temps que le client n'avait pas les moyens, fut stupéfait de le voir sortir une importante liasse de billets en devises étrangères. Ce geste lui parut immédiatement suspect. Il conclut néanmoins la vente, encaissa l'argent, puis alerta sans tarder la police. Les agents se rendirent rapidement au domicile de Christian afin de l'interroger sur l'origine de cette somme. À ce stade, aucun lien n'était encore établi avec le meurtre des von Richthofen. Les enquêteurs supposèrent que Christian était peut-être impliqué dans un trafic de stupéfiants ou qu'il avait dérobé cet argent à quelqu'un. Mais au cours de l'interrogatoire, Christian finit par avouer que lui et son frère Daniel étaient les auteurs du double homicide. Il précisa cependant que c'était Suzanne elle-même qui avait tout planifié. Elle souhaitait mettre la main sur l'héritage familial et surtout poursuivre sa relation avec Daniel, que ses parents désapprouvaient fermement. Daniel et Suzanne furent arrêtés le même jour que Christian, puis remis aux autorités judiciaires pour être interrogés. Daniel passa rapidement aux aveux, confirmant point par point les déclarations de son frère. Suzanne, en revanche, nia catégoriquement toute implication. Elle affirma qu'elle ignorait tout, qu'elle était sous l'emprise de substances ce jour-là, qu'elle se souvenait être rentrée chez elle, mais qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé ensuite. Grâce aux témoignages concordants des 2 frères, la police parvint néanmoins à reconstituer avec précision la chronologie des faits. Le 31 octobre 2002, après avoir déposé Andreas dans un cybercafé, le couple ne se rendit pas dans un motel, contrairement à ce qu'il avait déclaré, mais retrouva le frère de Daniel. Tous 3 se dirigèrent alors vers le domicile familial de Suzanne. Âgée de 18 ans, celle-ci entra la première, désactiva le système d'alarme ainsi que les caméras de surveillance, puis fit entrer son petit ami et le frère de celui-ci afin qu'ils exécutent ses parents. Elle leur remit des gants afin de ne laisser aucune empreinte, ainsi que plusieurs sacs poubelles destinés à contenir tout objet taché de sang susceptible d'être utilisé comme preuve.
D'après l'état des lieux, il était évident que les auteurs du crime n'étaient pas des professionnels. L'intérieur était sens dessus dessous. Toutefois, aucun élément compromettant ne fut retrouvé, ce qui indiquait que les faits avaient été préparés avec minutie. On ignore si Suzanne a vu les corps de ses parents. Une fois le double meurtre commis, les trois individus regagnèrent leur véhicule, se débarrassèrent des sacs qu'ils avaient emportés, ainsi que des gants et de tout ce qu'ils avaient utilisé, puis reconduisirent Daniel chez lui. Ce n'est qu'ensuite que Daniel et Suzanne se rendirent dans un motel afin de se constituer un alibi. Ils patientèrent quelques instants, puis commandèrent des sandwichs et des sodas depuis leur chambre. Un reçu fut émis, attestant de leur présence. Quelques minutes plus tard, ils quittèrent l'établissement pour rejoindre Andreas au cybercafé, où ils restèrent un certain temps avant de rentrer chez eux. Daniel s'absenta de nouveau peu après. De nombreux éléments faisaient peser les soupçons sur les deux frères. Ainsi, lorsque Daniel contacta la police, il mentionna avec précision le montant des économies de la famille, un détail jugé troublant par les enquêteurs. Toutefois, tant qu'aucun d'eux n'avait formulé d'aveu, aucune arrestation ne pouvait être légalement effectuée. Après ces événements, la relation entre Suzanne et son frère se détériora de manière irréversible. Andreas poursuivit ses études et s'installa chez leur grand-mère, tentant de mener une vie aussi normale que possible. Le crime attira très vite l'attention des médias. L'histoire d'une jeune femme de 18 ans, issue d'un milieu privilégié, ayant orchestré l'assassinat de ses parents avec l'aide de son petit ami et du frère de ce dernier, fit la une de tous les grands journaux du pays. L'affaire devint un sujet d'obsession nationale. Le procès s'étala sur plusieurs années. Ce n'est qu'en juillet 2006 que les trois accusés furent fixés sur leur sort. Ils furent tous reconnus coupables de meurtre avec préméditation et de participation à un complot criminel. Suzanne et Daniel écopèrent chacun d'une peine de 39 ans et 6 mois de réclusion. Christian fut quant à lui condamné à 38 ans et 6 mois. En 2013, les deux frères obtinrent l'autorisation de bénéficier d'un régime pénitentiaire semi-ouvert. Ils étaient autorisés à quitter la prison en journée pour travailler, à condition de regagner leur cellule chaque soir. En 2014, Daniel se maria. 3 ans plus tard, il fut libéré avant la fin de sa peine. Il retrouvait la liberté, mais devait se présenter régulièrement au parquet pour émarger. Son frère Christian fut libéré la même année. Toutefois, quelques mois plus tard, il fut de nouveau arrêté pour avoir agressé son ex-compagne et tenté de corrompre des agents de police. Suzanne, de son côté, épousa en détention Sandra Ruiz Gomez, une codétenue au passé judiciaire similaire. Leur union prit fin par un divorce. Elle entama ensuite une relation avec un homme d'affaires. En 2015, elle fut libérée à son tour et annonça sa conversion au protestantisme évangélique, affirmant vouloir recommencer une nouvelle vie. Elle déclara avoir tenté de renouer avec son frère, mais leur relation était, selon elle, irrémédiablement brisée. La même année, Suzanne admit avoir bel et bien planifié l'assassinat de ses parents afin de s'approprier leur fortune. Elle précisa toutefois qu'aucun d'eux n'avait imaginé qu'un complice irait jusqu'à parler ou effectuer un achat aussi voyant que celui de Christian, qui avait payé une moto en liquide, un geste qui déclencha toute l'enquête. Aujourd'hui, nous allons évoquer Nicolas Priest et sa fille de 3 ans, Kaylee. La mère et l'enfant apparaissent ensemble dans plusieurs vidéos réalisées pour la plateforme TikTok. À première vue, ces séquences semblaient attendrissantes et inoffensives. Des sourires, des pas de danse, une ambiance légère et chaleureuse. La majorité d'entre elles ont été tournées en pleine pandémie, à un moment où, pour beaucoup, les journées se ressemblaient et paraissaient interminables. En les visionnant, on aurait pu croire que Nicolas et Kaylee cherchaient simplement à se divertir, à mettre un peu de gaieté dans leur quotidien et à partager des instants complices, renforçant ainsi leurs liens familiaux. Un souhait tout à fait naturel et légitime pour une mère et son enfant. Cependant, les apparences sont souvent trompeuses, et cette histoire en est une illustration particulièrement troublante. Sur ces images apparaissent Nicolas Priest et sa fille Kaylee. Cette vidéo est la dernière dans laquelle la fillette est visible vivante. Kaylee ne se doutait pas que sa vie touchait à sa fin. Elle ne se sentait sans doute pas en danger aux côtés de sa mère. Hélas, la réalité était bien plus sombre. Au moment où ces séquences ont été enregistrées, Kaylee avait déjà été punie à plusieurs reprises par Nicolas, qui avait perdu le contrôle de sa vie et déversé sa colère sur sa propre enfant.
Par ailleurs, certains internautes, en revisionnant ces images, ont affirmé que Kaylee présentait déjà des ecchymoses et que l'attitude de sa mère semblait froide, voire complètement dénuée d'émotion. Les faits se sont déroulés à Queenshurst, dans la ville de Birmingham. Pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut remonter au 9 août 2020. Ce jour-là, les services de protection de l'enfance ont reçu un appel d'alerte. Malheureusement, dans ce type de situation, la réaction des autorités n'est pas toujours rapide ni efficace. Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont découvert une scène bouleversante. Kaylee gisait sur le sol de sa chambre, sans le moindre signe de vie. Selon les rapports officiels, elle a été déclarée morte sur les lieux à 11h30. Nicola Priest, la mère de Kaylee, a été arrêtée et placée en garde à vue afin de déterminer ce qui s'était exactement produit ce jour-là. Dans un premier temps, elle s'est montrée surprise et bouleversée, comme si elle revivait la scène en la racontant aux enquêteurs. Elle a néanmoins été désignée comme principale suspecte dans l'affaire. Toutefois, faute de preuves suffisantes à ce stade de l'enquête, elle a rapidement été relâchée. Peu après, une mise à jour est apparue sur son compte TikTok. Accompagnée d'émojis en larmes, Nicola y annonçait le décès de sa fille. Elle a ensuite publié une vidéo dans laquelle elle pleurait, visiblement accablée par la tragédie. Dans l'un de ses messages, elle a demandé pardon à ses parents de ne pas avoir été la mère qu'elle aurait dû être, comme si elle reconnaissait, de façon implicite, une part de responsabilité dans ce drame. Cependant, dès le lendemain, son comportement a radicalement changé. Nicola a publié une vidéo dans laquelle elle dansait, comme si elle avait déjà surmonté sa perte. Pour tout parent, la mort d'un enfant constitue une épreuve insupportable, qu'il est impossible de surmonter en un jour, voire même en plusieurs années. Mais dans le cas de Nicola, tout semblait étrangement différent. Peu après, elle a publié une nouvelle vidéo, cette fois pour mettre en avant son maquillage. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait et, selon toute vraisemblance, de nouveaux éléments accablants désignaient Nicola comme principal responsable. Elle a de nouveau été arrêtée, ainsi que son compagnon, Callum Redfern. L'enquête a conclu que tous deux étaient impliqués dans cette mort tragique. Ces conclusions ont été rendues possibles grâce aux résultats de l'autopsie qui a révélé que Kaylee avait subi de graves traumatismes. Sa cage thoracique et sa région abdominale avaient été particulièrement atteintes. Mais ce n'était pas tout. L'examen post-mortem a également mis en évidence une rupture du tissu cérébral ainsi qu'un poumon perforé. Il est supposé que l'ensemble de ces blessures a été provoqué par de nombreux coups de pied et de poing. Selon les conclusions de l'enquête, les coups auraient été portés par Nicola Priest et son compagnon, Callum Redfern. Les experts ont déterminé que la mort de Kaylee n'était pas survenue de manière soudaine. Bien au contraire, l'enfant aurait été soumise à des punitions répétées pendant au moins 2 semaines avant le drame. L'un des constats les plus accablants indiquait que ces blessures étaient comparables à celles que l'on observe dans de graves accidents de la route. Mais ce qu'il y a de plus effroyable, c'est que toutes ces violences avaient été infligées par sa propre mère et son compagnon. Tous deux ont nié toute implication, mais en juin 2021, ils ont comparu devant le tribunal de Birmingham. Au cours de l'audience, il est apparu que les faits s'étaient déroulés le 8 août 2020. Ce qui rend cette affaire encore plus tragique, c'est que Kaylee n'est pas morte sur le coup. Tout porte à croire que Nicola et Callum l'ont laissée pour morte. On estime que si Kaylee avait bénéficié de soins médicaux à temps, sa vie aurait pu être sauvée. Nicola a fini par appeler une ambulance, mais beaucoup trop tard. À l'arrivée des secours, Kaylee était déjà morte. Selon l'une des hypothèses avancées, le drame se serait produit après que Kaylee eût accidentellement interrompu un moment d'intimité entre sa mère et le compagnon de celle-ci. Ce serait précisément cet événement qui aurait poussé le couple à commettre l'irréparable. Au cours du procès, il a également été établi que les violences infligées à l'enfant remontaient à bien avant ce jour-là. Nicola insultait fréquemment sa fille à l'aide de propos vulgaires. En plus des agressions verbales, elle levait régulièrement la main pour la moindre faute. Callum Redfern adoptait la même attitude, et Nicola le laissait faire sans jamais intervenir. La chambre dans laquelle vivait Kaylee était dans un état épouvantable. Un vieux matelas déchiré, aucune ampoule, une obscurité totale lorsque la porte était fermée, une saleté et un désordre presque indescriptibles. La police a présenté au tribunal la correspondance échangée entre Nicola et Callum. Dans ces messages, ils évoquaient sans gêne les mauvais traitements infligés à Kaylee et allaient jusqu'à se féliciter mutuellement de leurs actes. Au terme du procès, tous deux ont été reconnus coupables de meurtre. En outre,
Nicolas Priest a également été condamné pour manquement à ses obligations parentales. Verdict, 15 ans de réclusion criminelle pour Nicolas, 14 ans pour Callum. Et pourtant, aucune peine ne saurait compenser la perte de la vie de Kaylee, une enfant qui a enduré ce qu'aucun être humain, et surtout aucun enfant, ne devrait jamais avoir à vivre. En sa mémoire, il ne reste qu'un seul vœu à formuler, qu'elle repose enfin en paix, dans un lieu où ni la douleur ni la peur ne pourront jamais plus l'atteindre.